Mais on a eu des petits risques. Enfin, on a eu des petits moments où on était là, genre, on n'a jamais marché. Je pense que ou bien you either learn or you succeed. Mais je pense pas qu'il y a une manière de. On peut pas rater, dans le sens où si ça rate, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Surtout si tu crois en ton projet. Tu peux toujours arrêter. Je veux dire, dès que tu entreprends, tu peux toujours te dire non, c'est bon, je vais pas passer du temps là-dessus. Mais quand tu décides de passer du temps, à part si t'as tout le monde qui te dit arrête, il faut juste passer du temps à demander aux gens qu'est-ce qu'il y a dans mon projet qui fait que ça marche pas, et il y a un moment où ça va bien prendre, je pense. Ok, on est parti. Fanny et Manuela, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On est là pour parler de What About Waste, que vous avez cofondé. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et quel est l'objectif de votre projet ? Alors, à la base, What About Waste, ça part d'une envie mutuelle, je pense, de faire quelque chose dans notre communauté qui a un petit impact, mais qui peut grandir. Je pense que c'est important, surtout quand on parle de l'écologie, de faire quelque chose qui parle aux gens. Parce que l'écologie, c'est très souvent associé aux gens un peu spéciaux, qui sont un peu dans leur monde. Et nous, on avait envie de faire comprendre aux gens que c'était quelque chose qui nous concernait tous. Et qui est accessible à tous aussi. Voilà, exactement. Et donc, on est arrivé avec l'idée de la paille. Parce qu'on pensait on pense et on sait quelque chose qui est en contact avec tout le monde, que tu sortes en boîte ou que tu ailles boire un verre avec tes potes, tu as toujours une paille en plastique en bouche. Tu as donc un impact écologique. Et nous, on trouvait ça dommage et on voulait le changer. Et surtout que c'est un plastique à single use, comme on dit en anglais. Donc tu l'utilises une fois et tu le jettes directement à la poubelle. Et généralement, c'est un plastique qui n'est pas recyclable. Donc il va sûrement d'office se retrouver dans l'océan ou dans la nature ou la déchetterie. Mais donc voilà. Okay. C'est un plastique qui peut très facilement être éliminé. Et du coup, comment est-ce que vous remplacez ces pailles en plastique ? On utilise du métal inoxydable, donc comme tu vois ici, mais vous le voyez pas, mais c'est une paille en métal inoxydable qui se lave super facilement. Tu dois juste la rincer après chaque utilisage, tu le mets dans la vaisselle. Et si tu as un restaurant, tu le mets une fois par semaine dans un bain de vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude et ça désinfecte bien. Donc, okay. Du coup, je t'ai coupé. Non, je voulais juste dire que notre but avec cette paille, c'est vraiment d'amener l'écologie à un plus grand nombre de personnes. Comment on fait ça ? C'est juste par le fait que la paille, on va tous au resto, on sort tous en boîte. Et donc si on peut utiliser, si tout le monde qui n'est même pas écologique peut se dire, bon, bah, tiens, j'ai une paille en bouche, c'est vraiment amener l'écologie dans la bouche des gens. Et donc, du coup, qu'ils soient un peu confrontés à ça. Et aussi, on a déjà quelques restaurants qui ont nos pailles et j'y suis allée pour un peu parler avec la femme qui tient le restaurant, la gérante. Et je lui ai demandé comment ça se passait. Elle m'a dit, la paille, c'est vraiment devenu un sujet de conversation aussi à table. Les gens parlent de cette paille et ça se dirige vers un débat environnemental. Et donc, on voit que les gens se préoccupent plus de ça quand ils sont confrontés à quelque chose comme une démarche comme on fait maintenant, qui est diminuer le plastique, quoi. C'est chouette. Oui, c'est ça qui est génial. Ça part d'un constat tout simple, quoi. Et la solution est hyper facile aussi. C'est aberrant qu'on n'ait pas eu ça plus tôt, en fait. Je trouve. C'est très vrai. Et on voit maintenant que ça devait être fait. On a tellement de retours positifs. Tout le monde est vraiment content de ce qu'on fait. Et tous les restaurants sont vraiment ouverts à l'idée et positifs. Et ils veulent nos pailles. Et on voit comment ça grandit vite, quoi. C'est chouette. Je pense que c'est surtout un constat qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça part vraiment de l'idée qu'il y a un manque d'éducation, que tout le monde est écologique. Exactement. Mais que les gens qui ne le sont pas, c'est juste qu'ils ne sont pas au courant. On peut dire, il y a plein de gens qui ont déjà vu des documentaires, il y a plein de gens qui ont déjà entendu parler du problème, mais ils n'ont jamais été confrontés à ça parce que Bruxelles est une ville relativement propre. Et c'est souvent, on entend que c'est les gens qui sont partis en vacances en marchant sur une plage à Bali, remplie de plastique, où là,
vraiment, en fait, c'est les gens qui reviennent de ce genre de voyage qui nous disent je dois faire quelque chose, je dois avoir au moins contribué à ma manière. Et nous, on voulait rendre une ville qui était d'aspect propre, encore plus propre écologiquement. Et devenir un rôle pour d'autres villes. C'est aussi comme ça que vous en avez pris conscience en partant en vacances ou... Moi, c'est les documentaires. Ouais. C'est les documentaires, ouais. Moi, c'était en blocus, en fait. L'année passée, j'ai toujours voulu faire quelque chose un peu hors du commun, on va dire. Mais là, c'était vraiment une réalisation que j'étais... donc en blocus, je buvais mon jus d'orange tous les matins. J'étais chez mes grands-parents et ma grand-mère veut absolument que je boive mon jus d'orange avec une paille parce qu'elle dit que c'est mieux pour les vitamines et pour les dents aussi. Et donc et chaque matin, donc j'avais regardé une vidéo parce que en blocus, moi je regarde pas de séries parce que je me sens mal. Je regarde les TED Talks. Ça change absolument rien. Mais c'est un petit peu mieux quand même. Mais voilà, au moins ça m'enlève la culpabilité de regarder une vidéo. Et dans une de ces vidéos, il y avait une fille de 22 ans à cette époque-là, parce que maintenant elle en a 26, mais qui parlait de sa motivation, enfin, de sa démarche écologique, et qu'elle avait fait un petit pot de 10 cm de hauteur et de 5 cm de diamètre de déchets en 3 ans. Et moi, dont une seule paille. Et moi, ça faisait 3 semaines que j'étais en blocus. Et donc ça faisait 21 pailles que j'avais utilisé en 3 semaines. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, je dois commencer à faire attention. Ce qui est chouette, en commençant à faire attention, c'est que tu vas très vite vouloir, une fois que tu n'utilises plus de paille, tu vas vouloir faire quelque chose d'autre. Et donc, du coup, c'est un peu un... c'est progressif, quoi. Tu commences petit et puis tu te dis, OK, qu'est-ce que je peux faire de plus, etc. Exactement. Et c'est aussi comme ça que tu peux, je pense, convaincre les gens. Parce que quand tu leur dis écologie, etc., j'ai l'impression qu'ils prennent peur. Et comme si ça devait être un énorme changement dans leur mode de vie, alors que c'est con, quoi. Ils ont peur que ce soit difficile. Et c'est bon, quoi. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on voulait faire les pailles et le faire au niveau des restaurants, parce qu'on voulait apporter cette simplicité aussi aux gens, qu'eux, ils doivent pas prendre leur paille, ils doivent pas s'inquiéter de se préparer, de planifier, de s'organiser. Ça va être à portée de main pour eux, et c'est ça qu'on essaye de faire aussi. C'est rendre la chose plus simple. Okay. Et du coup, vous allez voir les restaurants. Comment ça se passe quand vous leur proposez de faire le changement, justement ? On va vers les restaurants avec nos pailles et on leur propose d'avoir une certaine, de tester nos pailles pendant une certaine période de temps. Un laps de temps X, par exemple. Là, maintenant, on est dans 3 restaurants différents et on va leur donner 2 mois pour décider si oui ou non ils veulent entamer une collaboration à long terme avec nous. Nous, ça nous laisse du temps parce que du coup, on est en examen et on a du temps pour étudier. On veut du temps pour étudier, mais aussi parce que je pense que les gens ne doivent pas se sentir... on ne doit pas leur imposer. S'ils n'ont pas envie, très bien. Mais je pense que ce qu'on a envie de faire comprendre aussi, c'est que déjà, les pailles, c'est pas compliqué parce qu'on a déjà des retours très positifs, mais aussi on a envie d'en faire quelque chose, une tendance. Donc on va pas arriver rapidement comme la mode pourrait se passer, donc très rapidement, et puis du coup ça fait une sorte de courbe. Un feu de paille. Exactement. On a envie d'infuser un peu l'idée dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne des gens, lentement mais sûrement, et qu'une fois dans un an par exemple, on rentre dans un restaurant avec une paille en plastique et on se dit qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre. C'est un peu la honte, quoi, d'utiliser une paille en plastique. C'est vraiment ça qu'on essaie. C'est ça, 2017, une paille en plastique. Exactement. Et le coût d'une paille en métal est beaucoup plus élevé qu'une paille en plastique, j'imagine, ou... Mais tu le rentabilises vu que tu la réutilises à chaque fois, quoi. Elle dure plus longtemps, donc tu vas l'utiliser sur un plus longtemps. Laps de temps, oui. Plus longtemps, laps de temps. et oui, au final, c'est moins, ça coûte moins. Ouais. Je pense que ça coûte... je ne sais pas si on a expliqué ça, mais quand on va chez les restaurants, le premier set de leurs pailles sont gratuites. Okay. Donc eux, ça leur coûte rien. Et si jamais ils perdent ou ils cassent une paille, à ce moment-là, ils vont devoir la repayer, mais à un coût très, très moindre. Donc pour eux, c'est plus rentable. Et écologiquement parlant aussi, il y a ce coût de 60 cents par paille à l'unité, mais la paille en plastique, c'est 2,50 € le paquet de 100. Mais quand tu te dis que ta paille en métal, tu l'utilises pendant tu peux l'utiliser jusqu'à 2 ans, c'est vite rentabilisé. Et
Mais l'avantage aussi, c'est qu'on le disait tout à l'heure, le plastique n'est pas recyclable. Quand le métal, je pense qu'on peut le réutiliser. On peut le refaire fondre. Ça pourrait être, c'est pas du métal qui est de première utilisation, il va on pas pourrait l'envisager. Oui, tu peux le réutiliser à chaque fois, quoi. Ouais. Donc même si le matériel utilisé pour fabriquer la paille peut être recyclé, quoi. Et les restaurants se disent pas, ouais, mais si je vous achète des pailles et que mes consommateurs les volent. Mais justement, on se demandait un peu comment ça se passait à ce niveau-là. Mais c'est un peu un couvercle, donc tu vas pas retrouver des restaurants où ils ont des cuillères ou des fourchettes volées, donc voilà, et surtout que c'est des restaurants chez qui on débarrasse avant, donc ils vont vérifier s'il y a des manques ou quoi, et on a il y a un autre restaurant qui a déjà ses pailles, on a demandé s'il y avait des vols ou s'il y avait des plaintes ou quoi que ce soit, et ils ont dit que tout allait bien, il n'y a jamais eu de vol, ils ont les mêmes pailles qu'ils avaient au début, et je pense que ça fait partie de la période test aussi. Ouais. C'est voir comment ça se passe avec les clients, la clientèle. Et puis, on va adapter en fonction, dépendant de ce qu'ils disent. Mais oui, l'idée d'introduire un nouveau couvert, c'est un peu, entre guillemets, notre plus gros souci en ce moment. C'est vraiment que les gens sont inquiets de l'hygiène. Et ça, c'est une idée qu'il faut essayer de faire passer. Ils disent oui, mais on met ça dans la bouche, etc. Ta fourchette, tu te la mets dans la bouche aussi, et elle est lavée. Et oui, d'accord, c'est quelque chose de rond, donc tu vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Mais je pense que ça, c'est vraiment une idée de faire... après, les restaurants, tu fais confiance à l'hygiène de ton restaurant. Si le restaurant... C'est quelque chose qui est quand même relativement contrôlé, quoi. Exactement, c'est très, très contrôlé. Donc, si la paille est dans le restaurant et passe l'hygiène du test, il n'y a pas de souci à se faire. Ouais, et on fournit un manuel assez explicatif avec des étapes à faire, donc ça, on a fait notre partie du job. Et en termes de réglementation de structure, comment ça se passe? Est-ce que vous avez dû créer une organisation, une structure légale, ou est-ce que c'est en mode on débarque chez les restos? On a une ASBL. Hein. Ok. Oui. Donc en fait, l'histoire c'est que donc d'abord c'est parti de What About Waste, qui était juste un compte Instagram que j'avais créé parce que j'avais envie de sentir que j'étais pas seule dans le combat écologique, et c'est très souvent le cas avec beaucoup de gens. C'est que quand on a une idée, surtout avec l'écologie, on fait des efforts, on a très vite tendance à se sentir tout seul dans le combat. Et moi, du coup, c'est ma sœur qui est un peu instagrammeuse qui m'a dit « Mais non, mais Instagram, c'est pas que ça, c'est aussi... Tu peux aussi le prendre de totalement une autre manière et de faire passer ton idée. » Ça a commencé avec ça. Et puis, en parlant à Manuela, assise en audit, elle n'a rien à voir, on ne s'était jamais parlé, en parlant du projet que j'avais avec ces pailles, on a réalisé qu'en fait, c'était quelque chose qui était faisable à plus grande échelle. Et en étant deux, t'as beaucoup plus vite envie de faire quelque chose, parce que quand moi j'y pensais pas, je recevais un message de Manuela qui disait hey, tiens, j'ai pensé à ça, etc. et tout. Et donc de plus en plus t'as envie, tu penses à ton projet. En fait, tu commences à réaliser que ton projet a de l'ampleur, peut grandir et devenir quelque chose de concret. Ouais. Et donc du coup, il y a un mois, le 17 novembre, 17, oui, je sais plus. On a créé la SBL. Okay. Mais ça, c'est vraiment purement légalement pour pouvoir recevoir des fonds, des donations, etc. Parce que... Et c'est au niveau responsabilité aussi, j'imagine. Ouais. T'es plus protégé si t'es une SBL que si t'es toute seule, quoi. Oui, exactement. Exact. Et comment est-ce que vous avez su, justement, au-delà de la passion et au-delà du fait que vous étiez toutes les deux concernées par le fait de sauver la planète au niveau écologique, comment est-ce que vous avez su que ça allait marcher en travaillant ensemble? Parce qu'une question qui revient souvent quand on veut faire une start-up, c'est comment reconnaître un bon cofondateur? En tout cas pour moi, je savais pas que ça allait marcher. Moi, j'étais juste tellement motivée par cette idée que j'allais faire tout ce que je pouvais pour que ça marche. Et une fois qu'on avait les retours des gens, même de notre compte Instagram, une fois qu'on voyait que les gens étaient super positifs et super soutenant, supportive. Je sais pas non plus. On voyait qu'il y avait vraiment quelque chose derrière dans cette idée qui pouvait vraiment devenir, qui pouvait grandir et qui pouvait marcher super bien. Et ouais, En termes de comment trouver son cofondateur, au final, on n'y a pas
Enfin, moi, j'y ai pas pensé au départ. J'ai rencontré Manuela, la manière dont elle pensait et la manière dont elle voyait le projet m'a fait comprendre que c'était possible d'avoir quelque chose, de faire quelque chose ensemble. Parce que j'ai vraiment réalisé qu'elle s'appropriait l'idée aussi. Et que donc, j'allais pas devoir, c'était pas un sentiment en mode, c'est mon truc, je vais devoir la tirer, lui faire des choses. Ouais. J'avais pas du tout envie de ça. Rappeler de faire des trucs. Moi, j'étais tellement motivée que je faisais les choses moi-même aussi. Et à mon avis, Fanny, elle voulait pas avoir quelqu'un avec qui il fallait envoyer un message, genre, oublie pas de faire ça, oublie pas de faire ça. Pousser la personne pour que les choses soient faites, quoi. Je pense qu'un bon cofondateur, c'est quelqu'un qui, même si on s'en fout au final qui a eu l'idée de faire quelque chose, le principal, c'est qui investit du temps et de la motivation et qui te motive aussi. Parce que si j'étais la seule motivée dans mon histoire, je pense qu'il n'y aurait pas eu de prolongation, enfin, on n'aurait pas continué. Il faut quelqu'un qui te fasse réaliser que ton projet, il est faisable, mais qu'il est aussi... qui motive les gens, parce que si j'avais pas motivé la seule personne qui voulait bien travailler avec moi, je pense qu'il y aurait pas eu beaucoup de motivation, des retours de clients, etc. Oui, c'est comme moi, elle l'a présenté aussi, on a eu un petit meeting avant, elle l'a super bien présenté, elle m'a trop motivée, et de là, j'arrêtais pas d'y penser, et j'étais impatiente de voir ce que ça allait devenir. Et surtout, la question c'était un peu lié au risque, mais je pense que quand tu es un entrepreneur ou que tu commences une start-up, il faut prendre des risques et voir si ça marche ou si ça marche pas. Et de là, tu apprends des erreurs et tu peux grandir autrement. Mais nous, on a eu de la chance et ça a vraiment bien marché. Mais on a eu des petits risques. Enfin, on a eu des petits moments où on était là, genre, oh, jamais marché. Je pense que ou bien you either learn or you succeed. Mais je pense pas qu'il y a une manière de... On peut pas rater, dans le sens où si ça rate, c'est qu'il y a quelque chose à améliorer. Surtout si tu crois en ton projet. Tu peux toujours t'arrêter. Je veux dire, dès que tu entreprends, tu peux toujours te dire non, c'est bon, je vais pas passer du temps là-dessus. Mais quand tu décides de passer du temps, à part si t'as tout le monde qui te dit arrête, il faut juste passer du temps à demander aux gens qu'est-ce qu'il y a dans mon projet qui fait que ça marche pas, et il y a un moment où ça va bien prendre, je pense. Votre entourage, il vous a soutenu? Parce que justement, vous étudiez en même temps. Il vous a dit, est-ce que votre entourage vous a dit ok, c'est génial, allez-y, foncez? Ou est-ce qu'ils vous ont dit non, reste focus sur tes études, reste bien à ta place? Non, pour moi, ils m'ont encouragé. En tout cas, mes amis, ils ont adoré l'idée, ma famille était vraiment aussi adoré l'idée. Donc voilà, j'ai eu la chance et j'étais très supportée par ma famille et mes amis. Mais ouais, pour moi, c'est pas trop la même chose. En fait, donc, au début, j'ai commencé avec mon Instagram. Et donc là, ma famille était très... Enfin, elle se foutait. Ma maman sait même pas ce que c'est Instagram. Mais mes amis, en fait, surtout quand on parle d'écologie, mes amis étaient là, oh, t'es trop mignonne, mais voilà, c'est pas pour nous, quoi. C'est très bien que tu le fasses. Et j'avais tous mes amis me followaient. Aussi parce que j'avais supprimé mon autre compte, donc ils m'ont tous suivi sur l'autre, mais sur celui-ci. Mais au début, c'était vraiment t'es écologique, voilà, c'est pour toi, c'est ton trip, mais nous on fait pas partie. Et en fait, ça m'énervait parce que j'étais là, mais non, justement, ce que vous comprenez pas, c'est que l'écologie, ça, c'est tout le monde, c'est tout le monde et c'est personne au final, parce que si personne s'y met, rien ne changera. Par contre, si tout le monde, par exemple, on parle. On sait très souvent, moi quand j'allais en teuf et des trucs comme ça, on me disait, j'entendais du coin de l'œil, c'est cette meuf-là, c'est ce genre de meuf. La meuf, elle est, on voit très bien de quoi on parle, mais ce genre de meuf. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment donné la niaque de continuer, parce que je me suis dit, oui, c'est ce genre de meuf qui pense qu'une paille en moins peut faire changer le monde. Je veux pas changer le monde. Je pense, par mon idée, changer la mentalité du plus grand nombre de personnes que je peux. Et si c'est changer la mentalité de 10 personnes, ce sera 10 personnes. Mais ce sera déjà, je ne vais pas dire un chiffre, mais au moins une centaine de pailles en moins. Et peut-être une centaine de takeaway en moins, de bouteilles, parce que l'un va avec l'autre. Et voilà, et du coup, je me suis un peu éloignée de la question. Tu as ton impact, quoi. C'est juste on s'en tape que tu touches... Je lisais un livre qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Et lui disait dans son livre, le succès immense à la Kanye West, c'est pas normal. Et le problème, c'est qu'on nous fait croire que pour réussir, tu dois forcément toucher des millions de personnes, alors que c'est pas vrai.
C'est pas vrai. Le succès, ça peut être beaucoup plus petit et t'as plein de mini-succès et ça doit pas forcément être gigantesque, quoi. Ouais. Et justement, je pense que le fait que les gens en parlaient, même s'ils critiquaient dans ton dos, c'était peut-être pas si mauvais que ça parce que les gens, au moins, ils parlaient, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'on a vraiment remarqué avec What About Waste, c'est que les gens, je rentre dans une pièce, les gens, au lieu de dire « Ah, Fanny est là », ils disent « What About Waste est là ». Mais donc, du coup, les gens qui me connaissent pas, ils sont là, hein, quoi? Et donc, mes amis en parlent et au final, c'est bête, mais dès qu'il y a waouh, parce que le diminutif c'est waouh, dès qu'il y a waouh dans une présentation et tout, les gens font ils me font des petites images. Et donc ça marche, c'est quelque chose, c'est une idée qui s'infuse. Et aussi le fait qu'on est des filles, enfin, on est de Bruxelles, enfin, moi j'ai quand même, je viens d'une famille qui est quand même, enfin, le fait que Fanny fasse quelque chose aide un peu les gens à se dire bon bah en fait c'est pour tout le monde. Surtout ma cousine, en fait c'est ma cousine qui m'a dit ça. Elle me dit le fait qu'on te connaissait pas comme ça, qu'on savait pas que t'étais comme ça mais que tu l'es, enfin ça rend les gens hyper curieux et donc envie de savoir plus et de suivre un peu le mouvement, quoi. Voilà. Tu remarques que les gens autour de toi ils sont de plus en plus sensibles à l'écologie ou c'est juste tout le monde s'en tape? Parce que moi enfin on nous envoie plein d'infos hyper pessimistes et, par rapport à l'écologie, quoi. Et est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont concernés ou est-ce que non, c'est juste... Même en audit, l'autre jour, il y avait une fille qui est venue vers nous et qui nous a dit « J'adore ce que tu fais, c'est génial ». Il y a des commentaires avec des filles qui montrent leurs bouteilles, qui disent « Regarde, j'ai une bouteille réutilisable » et tout. Donc, je pense qu'on a un impact, surtout au niveau familial et amis proches. Aussi, on voit qu'ils diminuent beaucoup le plastique, qu'ils font attention à ce qu'ils mangent aussi. Enfin, au niveau viande et tout ça, parce que du coup, ça c'est aussi un impact écologique très élevé. Mais ouais, en cours, moi je vois des changements, c'est chouette. Et même un gars qui prenait toujours, qui est dans notre cours, qui s'appelle Stanley, qui prenait toujours ses tartines de sandwich dans du plastique enrobé ou aluminium. C'est le fun, le papier. Voilà, et maintenant ils le mettent toujours dans des boîtes à tartines. Ouais, des boîtes, merci. Je pense que je complète. C'est des petits changements, c'est des Tu vois les changements. Oui, c'est vraiment, et c'est ça qui me motive aussi, qui nous motive nous, c'est de voir qu'on a un impact quand même et que... L'idée c'est pas de changer le monde, comme on dit, c'est vraiment changer notre environnement. Je pense que le monde suivra si on le fait bien, et c'est ça qu'on a essayé de faire avec notre site. C'est d'ailleurs j'étais au téléphone avec une amie hier et elle me disait ce qui est dingue avec votre site à vous, c'est qu'il y a 0 message pessimiste. Il y a vraiment juste comment faire pour que nous individus on peut changer nos habitudes. Et je pense que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire. On est là toutes les deux avec nos grands sourires et on croit en nos amis, on croit en notre famille à faire des efforts et du coup on croit en nos followers, si on peut les appeler comme ça. On est très optimiste aussi comme fille. Je pense qu'il faut de toute façon, à partir du moment où tu t'attaques à un problème comme ça. Il faut être optimiste dans ce monde-là. Pas le choix. Mais je pense que c'est bien aussi, c'est parce qu'on nous dit tout le temps oui. Les gars, ça va pas du tout, la planète est en train de mourir, mais on nous dit jamais qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Et vous, votre compte Instagram, j'ai un peu regardé, c'est trop bien parce qu'il y a des tips sur ce qu'on peut faire pour réduire ces déchets ou même réutiliser les déchets qui. Enfin, tu jettes des trucs à la poubelle qui ont encore une utilité, quoi. Ouais. Donc je pense qu'éduquer les gens, c'est aussi hyper important à ce niveau-là. Et sur notre site aussi, il y a toute une section là-dessus où comment tu peux changer des choses quotidiennes. Ouais, on essaye de faire ça un maximum. Oui, on se concentre vraiment sur ce qu'on peut faire, vraiment. Parce que je pense que... Ça sert à rien de dire tout ce qui est négatif, il faut donner des solutions, parce que sinon on va jamais y arriver. Donc on sait qu'on est dans la merde, mais qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on... Et moi, depuis toute petite, on part souvent en vacances avec mon père à la montagne. Et ça, c'est vraiment l'image qu'on a tous. Mais si tu regardes la montagne et le sommet, tu y arriveras jamais. Je pense qu'il faut regarder les petits sentiers, 100 mètres devant toi. Tu essayes de gravir ces 100 mètres. Et après 10 fois 100 mètres, tu arriveras déjà plus près de ton objectif. Et c'est comme ça que nous, on voit un peu What About Waste. Oui. Un truc que je me demande aussi, c'est pourquoi est-ce que quand tu prends soin, pourquoi est-ce que quand tu veux être un peu plus écolo, faire un peu plus attention, aussi quand tu fais attention à ce que tu manges par exemple, pourquoi est-ce qu'on te regarde bizarrement? Pourquoi est-ce qu'on te voit comme un marginal?
Alors que ça devrait être l'inverse, tu vois. Tu fais gaffe à ce que tu manges, c'est hyper important. Tu veux réduire tes déchets, c'est aussi normal. Pourquoi est-ce qu'on nous voit comme un détraqué, quoi? Mais là, tu parles à une végane et une végétarienne. Donc, c'est vraiment la question qu'on se pose aussi. Non, mais je sais pas, pour moi, c'est la société qui a formé un rôle ou un type d'humain qu'il faut être consommateur, qu'il faut toujours suivre la mode et acheter tout ce qui vient de nouveau, qu'il faut manger plein de protéines parce que la protéine c'est bon pour la santé, qu'il faut manger de la viande comme protéine parce que l'autre c'est pas de la bonne protéine. Enfin, c'est toutes des idées que la société nous met en tête et que nous on suit, que nous on suit. Et donc voilà, je pense qu'à partir du moment où tu sors un peu de cette norme, t'es pas mal vu, mais t'es regardé bizarrement, ils comprennent pas ce que tu fais ou pourquoi. C'est surtout, les gens ils savent pas pourquoi et moi non plus, au départ, quand j'étais végane, je comprenais pas pourquoi j'étais végane ou pourquoi tu diminues ton plastique. Et c'est à partir du moment où je me suis renseignée, que j'ai regardé des commentaires et que j'ai lu, que j'ai compris pourquoi. Et là, ça a un peu tout changé et voilà. Donc... Oui, je pense que le fait qu'on nous voit différemment, c'est juste parce qu'on n'a pas la même manière de manger. Et que quelque chose de différent, que ce soit n'importe quoi, ça va ressortir. On a une société comme ça, pas me demander pourquoi, mais dès qu'on fait quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, on va te mettre sur un piédestal. Et ça peut, des fois, pas toujours être bien. C'est pas toujours facile. Mais je pense que moi, j'ai fait ma démarche de devenir végétarienne. Enfin, je m'appelle flexitarienne parce qu'en vrai, je continue à manger un peu de viande, mais je pense que je préfère, par exemple, la manger, si on me la sert, que de la mettre à la poubelle. C'est logique. Mais par contre, ça, c'est super intéressant parce que, du coup, les gens sont vraiment très curieux parce qu'ils savent que j'ai What About Waste. Donc, ils s'attendent à ce que je sois ce genre de meuf. Ouais. Mais après, je mange quand même de la viande. Et donc, ils sont là. Et en fait, ça amène les gens à poser des questions. Parce que, plus loin que juste le fait qu'il y a une démarche écologique et envers les animaux, éthique, il y a aussi une manière de sortir du lot pour pouvoir en parler. Si je continuais à manger normalement, bon, ce serait pas très logique, mais aussi les gens poseraient beaucoup moins de questions. Et je pense que c'est en posant des questions que tu éveilles la curiosité et du coup que ça amène au débat. Et depuis que je fais cette démarche-là, même avant What About Waste, c'est devenu les débats dès qu'il y a Fanny, tu sais que t'es à côté de Fanny au dîner, tu sais que tu vas parler de ça, mais c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça bien. Voilà. Une raison pour laquelle les gens disent je vais pas devenir végétarien ou vegan, c'est parce qu'ils disent ouais mais je sais pas quoi manger à la place. Oui. Comment vous faites, tu manges quoi? Mais tu manges rien. Moi je bade, hein, j'enlève la viande, mais quand je mange en ville, genre le midi quoi, il y a rien quoi. C'est-à-dire que soit il y a pas de viande, mais du coup on met un vieux produit laitier à la place, donc c'est un vieux tomate mozza misérable. Ou alors je dois aller chez Exki, mais ça coûte une blinde. Ouais. Ou alors je dois aller ou alors il me reste une option, mais qui me coûte 5 € et c'est pas hyper appétissant quoi. Comment vous faites vous? Moi quand je mange dans des restos déjà je sais où je vais, je sais qu'ils servent vegan, donc j'appelle avant pour voir s'il y a une option vegan. Sinon à midi moi je prends mes plats préparés que je prépare la veille ou je cuisine plein pour avoir assez pour les autres jours, ou bien on a beaucoup de chance parce que nous on a des petits restos ici qui servent des sandwichs vegan. On a Moon Food aussi qui est vegan. Donc il y a plein de restos en fait. Voilà, et on voit que ça grandit, il y a de plus en plus d'options véganes, ça va arriver. Je sais pas où tu es positionné, mais ouais, je vois de plus en plus d'options véganes, même au Prélude maintenant, il y avait beaucoup je me souviens, il y a quelques mois, je mangeais souvent là, et quand je suis devenue végane, j'ai arrêté de manger là-bas et récemment j'ai appelé, ils ont maintenant une option végane, donc ça va arriver. C'est dur parce qu'au début, moi je suis très très mauvaise en termes de choix. Je suis quelqu'un, je dois faire des choix de chambre maintenant, j'y arrive pas du tout. Donc être végétarienne ça réduit les choix, donc pour moi c'est très bien, mais non, en règle générale je pense que c'est quelque chose c'est un peu l'idée reçue de c'est de la viande, c'est bien, et c'est vrai que c'est difficile, surtout être végane, je pense, parce que végane, vraiment, s'il y a, comme tu dis, s'il n'y a pas de viande, il y a les produits laitiers qui les remplacent au restaurant. Mais en fait, c'est parce que les gens ne connaissent pas ce qu'il y a à manger. Parce que depuis que je fais un peu
partie de cette démarche-là, ma mère s'est penchée vers eFarms, qui est une plateforme où on peut commander en ligne des plats, etc. Et elle me dit, je savais pas qu'il y avait autant de fruits et de légumes qui existaient. Et belges, surtout, parce qu'eFarms, ça se sert tout le temps la même chose, quoi. Exactement, on sert tout le temps la même chose. Pourquoi ? Parce que c'est steak frites, chou-fleur, frites, enfin c'est tomates, ouais. C'est des trucs de base, quoi. Voilà, c'est des trucs de base, et je pense qu'il y a vraiment des légumes racines, mais des millions que les gens connaissent pas. Il y a des variétés. Ce que tu fais avec ces légumes, c'est incroyable. Moi, on me dit mais qu'est-ce que tu manges ? Mais je mange plus qu'avant. Je mange tellement de trucs différents. Je suis hyper intéressée aussi. Ça a un peu développé mon intérêt pour la cuisine, et je cuisine des trucs hyper bons que jamais j'aurais pensé à faire avant, parce qu'avant c'était vraiment une viande, un peu de légumes et je sais pas, un autre féculent, mais ça t'oblige à développer ta créativité. Voilà, et exactement. Trouver d'autres chemins, et au final. Ouais. Les gens peuvent se dire, tu manges pas de viande, donc ton menu c'est appauvri, mais en fait c'est tout l'inverse. C'est exactement l'inverse, et tu te sens mieux aussi. Ouais. Tu manges plein de légumes, il y a plein de vitamines qui rentrent dans ton corps qui avant ne rentraient pas. Et tout le monde pense, oui, mais tu dois prendre plein de compléments alimentaires. Non, non, vraiment pas. Enfin, à part la B12 peut-être, mais c'est tout, je me sens beaucoup mieux. Mais bon, moi je pense que ça part de l'éducation aussi, quand tu veux réduire ta viande. Moi, il y a une vidéo qui m'a mis une claque, c'est Data Gueule. Data Gueule, ouais, non. C'est produit par France 2, en gros. C'est des vidéos très courtes, genre 4-5 minutes, et ils présentent un sujet en mode très graphique. Et ils présentaient justement la viande, et ils disent, voilà, si tu manges de la viande rouge, la production de viande cause plus de CO2 que tous les transports réunis. C'est fou, hein. Pour produire un steak, tu as besoin de je sais pas combien de litres d'eau, c'est responsable de la déforestation, ça pollue les nappes phréatiques, etc. Et tu dis, ok, s'il y a un truc que je peux faire pour réduire la pollution, c'est arrêter de manger de la viande, quoi. C'est un truc de base, quoi. Mais je pense que les gens savent pas, en fait. Et même pour réduire tes déchets, pour réduire la consommation d'eau, la viande, bon après j'ai pas envie de rentrer dans un débat trop écologique, parce que c'est pas notre but, mais vraiment, si vous voulez vraiment avoir un impact écologique, c'est arrêter de manger des produits qui viennent des animaux. Mais même si vous n'êtes pas prêt à faire tout, juste arrêter de manger du bœuf, réduire, mais aussi... Enfin, parce que les gens, ils pensent qu'il faut faire tout ou rien. C'est en mode, ok, je peux pas être végane, donc je vais continuer de manger de la viande tous les jours. Non, tu peux réduire un maximum, c'est déjà énorme ce que tu fais comme pas dans ton chemin de l'écologie. Oui, voilà, c'est ça, dans ta démarche. Mais oui, il faut pas arrêter tout ou rien. Moi, je pense que réduire, c'est déjà super bien. Et faites-les, les gars. Vous, entreprendre, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire, ou c'est venu comme ça en voyant le problème? J'y ai jamais pensé. Non, c'est venu comme ça avec les pailles. Et c'est incroyable comme sentiment, comme motivation, c'est vraiment chouette. C'est un peu un monde qui, quand on a marre de l'école ou quoi, j'aime tellement savoir que j'ai waouh pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire grandir. Et ouais, c'est ce qui me tient la tête au-dessus de l'autre, ça se dit? Ouais, ça se dit. Moi, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs, génération en génération. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, enfin, mon père est indépendant, donc moi, je me suis toujours dit, je vais jamais être employée. C'est vraiment dans mon ADN, mais ça n'a rien à voir avec l'écologie, parce que dans ma famille, ça n'a rien à voir. Ils ont pas du tout écologique, et c'est moi qui infuse un peu l'idée dans la famille. Je pense que entreprendre, c'est quelque chose, comme Manuel a dit, un sentiment incroyable, parce que surtout quand on a notre projet, enfin c'est ton projet, c'est ton bébé, et c'est vraiment quelque chose. Par exemple, si vous avez envie d'entreprendre en étant encore à l'université, ce qui est dingue, c'est que on arrive à appliquer ce qu'on apprend dans quelque chose de concret qui est le projet, et au plus on est dans un projet, au plus entre guillemets on se sent pas mal, mais on a l'impression qu'on bosse pas assez pour l'UNIF, et donc du coup on bosse 2 fois plus. Et au final on remarque qu'on arrive très très bien à combiner les deux, et c'est un sentiment, comme Manuel a dit, incroyable d'avoir quelque chose qui a vraiment un vrai but, parce que souvent à l'université on n'arrive pas à voir plus loin, on se dit oui mais bon je fais ça, mais au final ça m'emmerde, j'arrive pas à voir, je fais Sciences Éco, mais au final je vais sans doute être
faire quelque chose qui me plaît pas. Là, on arrive à combiner les deux et c'est très chouette sentiment. Et au niveau du time management, ça va? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'ai pas le temps. Nous, on a le temps. Si t'es vraiment motivé par quelque chose, à mon avis, tu crées ce temps pour ce que tu aimes. Mais bon, je comprends qu'il y a des gens qui passent la vie académique avant tout. Et nous, on arrive à balancer les deux, à mettre un peu au même niveau pour pouvoir faire les deux. Mais moi, en tout cas, j'ai le temps. Mais bon, c'est vrai que maintenant, j'ai peut-être moins de temps pour faire d'autres choses. Mais que je faisais avant un peu social, mais I don't have a social life. Non, c'est pas vrai, mais non, si tu aimes vraiment quelque chose, tu crées ce temps pour ça. Pour moi, il y a toujours du temps. Vraiment, même dans mon groupe de potes, tout le monde n'arrête pas de dire oui, mais Fanny, elle a 36 heures 36 heures par jour. Pardon. C'est, je pense, une décision à prendre. C'est où est-ce que tu veux mettre ton temps et dans quoi? Quelle est ta priorité? Et je pense que là, pour l'instant, ma priorité, c'est les études et What About Waste et mes amis. Avant, c'était quoi? C'était mes études, mes amis et mon GSM. Okay. J'ai choisi de mettre quelque chose de côté, c'est mon GSM. Alors oui, je réponds pas tout le temps à mon message, beaucoup moins souvent, mais je continue à avoir une vie sociale et je continue à avoir des amis. On a toujours du temps. Essayez d'éteindre votre GSM pendant une journée et vous allez voir que vous allez pas savoir quoi faire. Pourquoi? Parce qu'on est sur notre GSM, mais en l'éteignant, toutes les heures que tu passes pas sur Instagram, pas sur Snapchat et pas sur Facebook, tu les passes à t'emmerder si t'as pas un projet comme What About Waste. Et c'est ce que moi j'ai réussi à faire. C'est une question de priorité, quoi. Et je dirais pas non à plus d'heures dans une journée, quand même. Oui, non, ça, on dit jamais non. Clairement. L'avenir de What About Waste, c'est quoi? C'est quoi votre vision? Vous pensez aller sur d'autres types de démarches? Ou juste envahir les restaurants? À court terme, donc d'ici 1 an, on veut se faire connaître. On veut avoir des restaurants qui viennent vers nous. On veut attirer un maximum de gens et de restaurants. Et on veut essayer de faire du... qu'est-ce que j'allais dire? On veut se faire connaître au niveau des restaurants. Et à long terme, on aimerait bien grandir au niveau européen. Et peut-être créer un label qui certifierait que le resto qui a nos pailles fait partie d'un mouvement écologique qui s'appelle What About Waste. Oui, la démarche, c'est vraiment d'infuser une sorte de manière de penser différente. Fait qu'on ait envie que ça devienne une tendance. Donc que les gens se sentent cool. Donc à court terme, c'est vraiment que les gens se sentent cool, qu'ils posent des photos et que ça devienne une tendance. À long terme, comme elle dit, c'est vraiment le label. On veut se concentrer là-dessus parce qu'on pense que c'est important d'être reconnu pour sa démarche écologique, pour ses efforts qu'on fournit. Et on veut qu'un resto qui n'a pas nos pailles se dise mais wow, attends, j'ai pas les pailles What About Waste, mais qu'est-ce que je fais? Je vais vite les contacter, tu vois. Donc, et voilà, et puis ça pourrait s'infuser dans plein de niveaux de la vie différents. Je pense que, comme on dit, dans les restos végétariens qui deviennent une énorme tendance, les restos, les magasins par exemple, magasins en vrac, ça pourrait devenir une énorme tendance aussi. Et je pense que où il y a de l'argent, les gens vont aller. Et on a envie de mettre de l'argent dans l'écologie. Que les gens se disent, la seule manière en ce moment de se faire de l'argent, c'est d'être écologique. Donc faisons ça plutôt que quelque chose. Un restaurant en vrac au lieu d'un restaurant, un magasin en vrac au lieu d'un magasin supermarché où tout est en plastique, c'est ça qu'on... Et on voit qu'il y a beaucoup plus de magasins en vrac, c'est un truc de fou. Il y en a plein qui ouvrent à Bruxelles en tout cas. Et c'est motivant, c'est chouette. Ça rend la chose plus facile aussi pour t'es les gens qui mouvement, commencent. T'es dans un mouvement de réduction des déchets, quoi. Parce que quand tu penses, je regardais une conférence de Idriss Aberkan, je ne sais pas si vous connaissez. Et lui, il parle de Blue Economy, et en gros, il dit que dans la nature, tu as des systèmes où les déchets d'un système servent de matière première à un autre système, et en fait, ça tourne en rond. Et nous, les êtres humains, on est les seuls, en gros, à avoir des trucs qui se retrouvent dans la nature, et ça sert à rien au final. Donc cette conférence-là était hyper intéressante, je trouve. Mais tu devrais faire une liste après de toutes tes... Toutes tes références, s'il te plaît. Vous avez des références qui vous inspirent ou quoi, vers lesquelles on pourrait renvoyer les gens? Je sais pas, des lectures ou à part votre site internet, évidemment.
Mais il y avait la fille que tu parlais, c'est Lauren Singer, qui met tout dans un jar. Elle a fait des conférences assez motivantes aussi pour réduire ton impact. Je pense qu'en termes de référence, ça part dans tous les sens, en tout cas dans mon registre, parce que je suis quelqu'un qui aime en fait me renseigner sur plein de trucs qui ont sans doute rien à voir, mais du coup je fais des petites barres dans mes livres. Par exemple, là je viens de lui prêter un livre sur l'optimisme. Je pense que c'est super important de prendre des références dans plein de références. Et ça part dans tous les sens. Lié à l'écologie non plus, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on fait Sciences Éco ? Parce qu'il faut attaquer le taureau par les cornes. Et on pense que, enfin, en tout cas pour ma part, je pense que c'est en connaissant ce qui va être ton ennemi, entre guillemets. L'économie n'est pas mon ennemi, mais eh bien, on peut l'attaquer d'une manière plus intelligente. Et c'est comme ça qu'il faut aussi penser à son éducation. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de connaître et qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens pour qu'ils m'écoutent. Et parler que d'écologie, ça va pas aider. Tu dois être crédible, quoi. Il faut être crédible, exactement. Et donc, quand on veut connaître quelque chose et quand on veut être bon dans ce qu'on fait, il faut aller un peu dans tous les registres. Donc oui, instruisez-vous, les amis. On arrive à la question de la fin, déjà. Si moi j'ai une idée, c'est quoi votre conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui a une idée, qui veut se lancer, mais qui sait juste pas par où commencer? Trouve quelqu'un avec qui le faire déjà, à mon avis. Enfin, en tout cas, je pense qu'être deux, ça aide énormément. Et quelqu'un qui sera aussi motivé que toi. Mais bon, tu peux peut-être le faire tout seul. Ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Ça dépend quel message tu veux faire sortir. Si c'est écologique, enfin, voilà, ça dépend. Mais c'est juste se lancer, c'est de parler avec les gens, c'est de savoir ce qu'ils en pensent, c'est de savoir si tu peux avoir des informations par quelqu'un qui peut t'aider par-ci ou par-là. Nous, par exemple, on a une autre prof en droit qui nous a aidés sur des questions légales qu'on avait. Enfin, c'était très, très utile. C'est juste essayer de trouver les informations où tu peux les trouver et puis de faire de ces informations ton projet et de le faire grandir. Et ce qui moi m'a vraiment aidé, c'est d'écrire le projet. On a toujours tendance à se dire oh tiens, ça serait trop stylé comme idée. Concrétise-le, écris-le, fais un business plan même si tu sais pas comment faire. Nous on était à l'époque, moi j'étais en première année, à l'époque, il y a 6 mois. Non mais oui, donc vraiment concrétise-le, écris quelque chose. Et n'aie pas peur d'en parler aux gens. Il y a plein de gens qui disent... Oui, il y a plein de gens qui disent oui, mais non, mais si j'en parle, on va me piquer l'idée. No. If you have the idea and you're the right person, il faut se dire que la personne qui crée une idée, c'est que c'est la bonne personne. Ça marche pas. C'est à toi de t'occuper de cette idée et d'en faire quelque chose. Après, si t'en fais rien et que la personne veut... Enfin, si la personne veut ton idée, à mon avis, c'est que t'as rien fait de ton tour pour essayer de la faire grandir. Donc... Voilà, donc l'idée, c'est vraiment écris tes pensées, parle-en autour de toi, fais un proof of concept à petite échelle, fais une période de test. Oui, voilà. Essaye ton produit ou ton service et note, et au plus de critiques tu as, au mieux ton produit sera à long terme. Parce que ne sois pas démotivé si les gens te disent non, ou les gens te font peur, parce que je pense que ça, c'est sans doute que tu infuses une nouvelle idée, qui est donc pas tellement mauvaise, mais écris les critiques, prends-les en compte et apprends de tes erreurs. Okay. Voilà. Où est-ce qu'on renvoie les gens qui nous écoutent ? Votre site internet, votre Instagram ? Notre site internet, c'est www.whataboutwaste.com et notre Insta, c'est whataboutwaste. Donc c'est très facile, c'est les mêmes mots. Okay. Et on a aussi Facebook, qui est aussi whataboutwaste. Okay. Mais voilà, c'est tout. Okay. Et tout est What About Waste. Merci à vous d'être passé dans ce podcast. Avec plaisir, merci de nous avoir accueillis.